Mon petit ami avait prévu de me larguer à la seconde où ma famille aurait fini de payer ses frais de scolarité et lui aurait offert une voiture, alors je lui ai donné exactement ce qu'il voulait, l'indépendance totale. J'ai rencontré Kyle lors de ma 2e année d'université, et nous avons commencé à sortir ensemble quelques mois plus tard. Il était charmant et drôle et m'a dit que j'étais la personne la plus équilibrée qu'il ait jamais rencontrée. Il disait aimer ma stabilité. Il disait que j'étais son rock. Kyle venait d'une situation difficile. Ses parents lui avaient coupé les vivres après sa première année et il était sur le point d'abandonner ses études. Ma famille a de l'argent, pas une fortune, mais assez pour être à l'aise. Quand j'ai parlé de la situation de Kyle à mes parents, ils ont proposé de l'aider. Ils ont payé ses frais de scolarité pendant les 3 années suivantes. Ils ont couvert son loyer. Ils lui ont acheté une voiture pour qu'il puisse se rendre à son stage. Ils l'ont traité comme s'il faisait déjà partie de la famille. Kyle a toujours dit qu'il était très reconnaissant. Il disait à mes parents qu'il ne saurait jamais comment les rembourser. Il me disait qu'il était le gars le plus chanceux du monde d'avoir trouvé quelqu'un comme moi. Il disait des choses comme « Je ne te mérite pas et je vais passer toute ma vie à me rattraper auprès de toi ». Mes parents l'adoraient. Ma mère lui préparait ses plats préférés quand il venait. Mon père lui parlait de ses projets de carrière pendant des heures. Il voyait en lui un futur gendre. Je pensais voir mon futur mari. Pendant 3 ans, tout a semblé parfait. Kyle réussissait bien à l'école. Il obtenait de bonnes notes. Il a décroché une excellente offre d'emploi pour après l'obtention de son diplôme. Il me tenait la main et me disait que nous allions avoir une vie tellement incroyable ensemble. Il disait qu'une fois qu'il commencerait à travailler, il pourrait enfin prendre soin de moi comme je le méritais. Il disait qu'il avait hâte de rendre tout ce que ma famille lui avait donné. J'ai surpris la conversation 2 mois avant la remise des diplômes. Kyle était dans mon appartement avec ses amis, et j'étais censé être au travail. Je suis rentré plus tôt parce que je ne me sentais pas bien. La porte d'entrée était déverrouillée et je pouvais les entendre parler dans le salon. J'allais entrer quand j'ai entendu mon nom. Je me suis arrêté dans le couloir et j'ai écouté. Kyle disait à ses amis qu'il avait hâte d'en avoir fini avec moi. Il disait que j'étais ennuyeuse. Il disait que je n'avais aucune personnalité. Il disait qu'être avec moi, c'était comme sortir avec un verre d'eau. Ses amis riaient. L'un d'eux lui a demandé pourquoi il était resté avec moi si longtemps. Kyle a dit, « Tu plaisantes ?» Sa famille a payé pour absolument tout. J'ai eu 3 ans de gratuité. Il a dit qu'il n'avait qu'à se montrer reconnaissant et dire les bonnes choses, et il signait des chèques. Il a dit que c'était la chose la plus facile qu'il ait jamais faite. Son ami lui a demandé ce qu'il allait faire après avoir obtenu son diplôme. Kyle a dit qu'il allait rompre avec moi la semaine après avoir commencé son nouveau travail. Il a dit qu'il y avait cette fille à son stage, nommée Tessa, qui était vraiment excitante et amusante. Il a dit qu'il lui parlait depuis des mois et qu'elle était tout ce que je n'étais pas. Il a dit qu'il faisait juste passer le temps avec moi jusqu'à ce qu'il n'ait plus besoin de l'argent de ma famille. Il a dit que la seule partie difficile était de prétendre que j'étais intéressante. Il a dit que parfois, il avait envie de s'endormir quand je parlais. Ils ont tous ri de nouveau. Je suis resté là, dans ce couloir, je ne sais combien de temps. Je n'ai pas pleuré. Je ne l'ai pas confronté. Je suis simplement sorti discrètement de l'appartement et je suis allé chez mes parents. Je leur ai tout raconté. Je leur ai dit exactement ce que Kyle avait dit, mot pour mot. Ma mère s'est mise à pleurer. Mon père n'a rien dit pendant un long moment. Puis il m'a demandé ce que je voulais faire. J'ai dit que je voulais annuler le paiement de son dernier semestre. Les frais de scolarité de Kyle pour son dernier semestre devaient être payés dans 2 semaines. Mon père avait déjà fait le chèque mais ne l'avait pas encore envoyé. Je lui ai demandé de ne pas l'envoyer. Je lui ai aussi demandé d'annuler le chèque pour le loyer de Kyle. Mon père a passé les appels cet après-midi-là. Le lendemain, j'ai envoyé un texto à Kyle pour lui dire que c'était fini entre nous. Je n'ai pas expliqué pourquoi. Je ne lui ai pas donné l'occasion de s'en sortir avec des mensonges. J'ai juste dit que c'était terminé et j'ai bloqué son numéro. Kyle s'est présenté chez mes parents ce soir-là, frappant à la porte. Il paniquait. Il a dit qu'il avait reçu un avis indiquant que ses frais de scolarité n'avaient pas été payés. Il a dit que son propriétaire lui avait dit que le chèque de loyer avait été rejeté. Il voulait savoir ce qui se passait. Il voulait savoir pourquoi j'avais rompu avec lui. Il a dit que quoi qu'il ait fait, il était désolé.
Il a dit qu'il m'aimait. Il a dit que j'étais son rock. Mon père a ouvert la porte et a dit à Kyle qu'il savait tout. Il a dit à Kyle qu'il avait entendu ce qu'il avait dit sur moi. Il a dit à Kyle qu'il était la personne la plus ingrate qu'il ait jamais rencontrée. Kyle a essayé de nier. Il a dit que c'était sorti de son contexte. Il a dit que ses amis l'avaient poussé à dire ces choses. Il a dit qu'il ne pensait rien de tout cela. Mon père a dit que peu importait ce qu'il pensait. Il a dit que l'argent avait disparu et que Kyle pouvait se débrouiller pour le reste. Mais 3 semaines plus tard, mon entreprise a appelé. Il avait postulé pour le même programme de cycle supérieur que moi et avait dit au RH que j'avais saboté le financement de ses études par jalousie. Je suis assise dans le bureau de Kiana, essayant de digérer ce qu'elle vient de me dire. Kyle a postulé exactement au même programme de cycle supérieur que moi. Il a dit au RH que j'avais saboté le financement de ses études par jalousie. Mes mains tremblent. Je saisis l'accoudoir du fauteuil pour me stabiliser. Il essaie de détruire ma réputation professionnelle de la même manière qu'il a détruit 3 ans de ma vie. Kiana m'observe attentivement. Elle a un bloc-notes devant elle avec mon nom écrit en haut. Elle me demande ma version des faits. Je prends une profonde inspiration. L'air semble lourd dans mes poumons. J'explique que Kyle et moi sommes sortis ensemble pendant 3 ans pendant que ma famille payait ses frais de scolarité, son loyer et lui achetait une voiture. Ma voix semble plus stable que je ne l'aurais cru. Je lui parle de la conversation que j'ai surprise. Les mots sortent de manière mécanique. Il m'a traité d'ennuyeuse. Il a dit que je n'avais pas de personnalité. Il a dit qu'être avec moi, c'était comme sortir avec un verre d'eau. Je lui dis qu'il ne faisait qu'utiliser l'argent de ma famille, qu'il prévoyait de me larguer la semaine après avoir commencé son nouveau travail. Kiana note tout. Son stylo se déplace rapidement sur le papier. Je sors mon téléphone avec des doigts tremblants. Je lui montre la chronologie, les dates exactes où mon père a arrêté le paiement des frais de scolarité et le chèque de loyer après que je leur ai dit ce que Kyle avait dit. Elle se penche pour regarder l'écran. Elle prend des notes avec soin. Puis elle me demande si j'ai une preuve de ce que j'ai entendu. Mon estomac se noue. Je n'ai pas d'enregistrement. J'étais malade ce jour-là. Je suis rentré plus tôt. Je suis juste resté dans le couloir et j'ai écouté. Je n'ai pas pensé à enregistrer quoi que ce soit. Je lui dis, non, juste ma parole. Elle hoche lentement la tête et prend une autre note. Kiana explique que les RH doivent enquêter sur toute accusation de sabotage. Sérieusement. Son ton est professionnel mais pas méchant. Elle dit que cela pourrait indiquer des problèmes avec mon jugement et mon intégrité sur le lieu de travail. Les mots me frappent comme un coup de poing. Mon jugement, mon intégrité. Kyle remet ces choses en question après ce qu'il a fait. Elle dit que je devrais fournir des documents sur le soutien financier. Elle dit que je devrais me préparer à ce qu'il contacte Kyle pour sa version des événements. Je hoche la tête car je ne fais pas confiance à ma voix en ce moment. Elle me dit que l'enquête prendra quelques semaines. Elle se lève. La réunion est terminée. Je quitte le bureau des RH en me sentant mal. Mes jambes sont instables alors que je marche dans le couloir. J'appelle immédiatement mes parents. Mes mains tremblent encore alors que je compose le numéro. Ma mère répond à la 2e sonnerie. J'ai à peine le temps de sortir les mots avant de commencer à pleurer. Je lui dis que Kyle essaie maintenant de ruiner ma carrière après tout ce qu'il a déjà fait. Ma voix se brise. Je suis dans la cage d'escalier parce que je ne peux pas retourner à mon bureau. Ma mère pose des questions, mais je n'arrive pas à me concentrer. Mon père prend le téléphone. Sa voix est glaciale de colère. C'est un ton que j'entends rarement de sa part. Il dit qu'il a gardé chaque reçu, chaque relevé de paiement des frais de scolarité, chaque chèque qu'il a fait pour le loyer de Kyle. Il enverra tout au RH aujourd'hui. Il me dit que Kyle s'en est pris à la mauvaise famille. Ses mots sont vifs et certains. Je ressens une petite lueur de soulagement percer la panique. Ce soir-là, je suis assise dans mon appartement à parcourir d'anciens messages de Kyle. Je cherche tout ce qui pourrait aider mon cas. Mon ordinateur portable est ouvert sur la table basse. Mon téléphone est dans ma main. Je fais défiler des mois de conversation. Je trouve des dizaines de messages où il remerciait mes parents. Des messages où il se disait chanceux. Des messages où il promettait de les rembourser un jour. Je fais une capture d'écran de chacun d'eux. Mon pouce se déplace mécaniquement sur l'écran.
Chaque message ressemble à une preuve de ses mensonges. Je crée un dossier et je les enregistre tous. Il me faut 2 heures pour tout passer en revue. Quand j'ai fini, mes yeux me brûlent d'avoir fixé l'écran. Martina passe à mon bureau le lendemain matin. Elle me demande si ça va parce que j'ai l'air terrible. C'est probablement le cas. Je n'ai pas beaucoup dormi. Je lui raconte ce qui se passe. Son visage passe de l'inquiétude à la colère en quelques secondes. Elle propose immédiatement d'aider de toutes les manières possibles. Elle dit que tout le monde dans le programme sait que j'ai de l'intégrité. Ces mots me donnent envie de pleurer à nouveau, mais je me retiens. Elle me serre l'épaule avant de retourner à son bureau. 1 heure plus tard, mon superviseur, Dante, m'appelle dans son bureau. Mon cœur bat la chamade alors que je marche dans le couloir. Il dit que les RH l'ont informé de la situation. Il est assis derrière son bureau, les mains jointes. Il me dit que mon travail a été excellent. Il ne croit pas à l'accusation, mais l'enquête doit suivre son cours. Il me dit de me concentrer sur mes projets et de laisser les RH s'occuper du reste. Je le remercie et je pars. Je passe le week-end chez mes parents à les aider à organiser 3 ans de dossiers financiers. Nous étalons tout sur la table de la salle à manger. Nous trouvons des reçus de frais de scolarité totalisant 42 000 $. Des chèques de loyer pour 18 000 $ de plus. La documentation d'achat de la voiture pour 15 000 $, soit un total de 75 000 $. Ma mère continue de trier les papiers en pile. Mon père fait des copies de tout. Les chiffres sont stupéfiants quand on les voit tous ensemble. Ma mère n'arrête pas de s'excuser d'avoir fait confiance à Kyle. Sa voix est pleine de culpabilité. Je dois lui rappeler qu'il nous a tous trompés. C'est ce en quoi il était bon. Elle dit qu'elle se sent stupide de l'avoir traité comme un membre de la famille alors qu'il ne faisait que nous utiliser depuis le début. Mon père pose sa main sur la sienne. Nous travaillons en silence pendant un moment. Le seul bruit est le bruissement des papiers et le fonctionnement de la photocopieuse. Le lundi matin, j'imprime tout. Les reçus de frais de scolarité vont dans un dossier. Les chèques de loyer vont dans un autre. Les documents d'achat de la voiture ont leur propre section. J'organise tout par date pour que la chronologie soit claire. Chaque page montre exactement quand mon père a envoyé de l'argent et combien. J'écris une lettre de motivation expliquant ce qui s'est passé. Je la garde simple et factuelle. Je ne parle pas de mes sentiments ou de la douleur que j'ai ressentie. Je déclare simplement que Kyle et moi sommes sortis ensemble pendant 3 ans pendant que ma famille lui apportait un soutien financier. J'explique que je l'ai entendu dire à des amis qu'il m'utilisait pour l'argent et qu'il prévoyait de rompre avec moi après l'obtention de son diplôme. J'inclus la date exacte à laquelle j'ai mis fin à la relation et la date exacte à laquelle mon père a arrêté les paiements. Je joins des copies des messages où Kyle remerciait mes parents. Je joins la chronologie montrant qu'il a obtenu son diplôme à temps, donc son dernier semestre a clairement été payé. Le dossier complet fait 40 pages. J'en fais 3 copies, une pour les RH, une pour mes dossiers, une pour mes parents. Je me rends au bureau tôt, avant l'arrivée de la plupart des gens. L'assistante de Kiana prend l'enveloppe et promet de la lui donner à la première heure. Je vais à mon bureau et j'essaie de travailler, mais mes mains n'arrêtent pas de trembler. 2 jours passent sans aucune nouvelle des RH. Je vérifie mes emails constamment. Chaque notification me fait sursauter. Le mercredi après-midi, le nom de Kiana apparaît dans ma boîte de réception. L'objet dit « Demande d'information de témoins ». Elle écrit qu'il mène des entretiens avec des personnes qui connaissaient ma relation avec Kyle et le soutien financier de ma famille. Elle me demande si je peux fournir les noms et les coordonnées de toute personne qui pourrait avoir des informations pertinentes. Je reste assise à mon bureau, fixant l'email. Je réfléchis à qui connaissait vraiment toute la situation. La plupart de mes amis d'université savaient que je sortais avec Kyle, mais pas tous les détails sur l'argent. Puis je me souviens d'Aspen. Elle était dans 3 cours avec nous 2 en 3e année. Kyle se plaignait souvent à elle de sa charge de travail, et elle plaisantait en disant qu'au moins il n'avait pas à s'inquiéter de payer pour ça. Elle l'a entendu parler des dizaines de fois de l'aide de ma famille. Je tape son nom et son adresse email dans ma réponse. J'ajoute 2 autres camarades de classe qui connaissaient la situation, mais Aspen est la principale. J'appuie sur envoyer et je l'appelle immédiatement. Elle répond à la 3e sonnerie. Je lui explique ce qui se passe avec Kyle et les RH. Elle reste silencieuse pendant 1 minute, puis elle dit que les RH l'ont déjà contacté ce matin. Elle a un entretien prévu pour demain.
Elle me dit de ne pas m'inquiéter car elle se souvient exactement comment Kyle se vantait d'avoir une petite amie dont la famille payait pour tout. Elle dit qu'elle va leur dire la vérité sur le genre de personne qu'il est vraiment. Ce soir-là, mon téléphone sonne alors que je prépare le dîner. C'est Aspen qui rappelle. Elle a l'air en colère. Elle dit que l'entretien avec les RH a eu lieu il y a 1 heure et qu'il a duré près de 45 minutes. Ils lui ont posé des questions spécifiques sur la situation financière de Kyle et sur la façon dont il parlait de ma famille. Elle leur a raconté la fois où Kyle lui a montré la voiture que mes parents lui avaient achetée et a dit qu'il n'avait enfin plus à prendre le bus. Elle leur a raconté qu'il se plaignait que ma mère faisait toujours les mêmes plats alors qu'il aurait dû être reconnaissant pour n'importe quel repas fait maison. Elle a dit que la femme des RH a pris des notes sur tout et a demandé si Kyle avait déjà exprimé une véritable appréciation ou si cela semblait toujours jouer. Aspen a dit qu'elle avait été honnête, que cela avait toujours semblé être un rôle pour Kyle. Elle me dit qu'elle espère que cela aidera mon cas. Je la remercie environ 6 fois avant que nous raccrochions. Le lendemain matin au travail, je n'arrive à me concentrer sur rien. J'ai une date limite de projet qui approche, mais chaque fois que j'essaie de me concentrer, les mots se brouillent. Je n'arrête pas de penser à ce que Kyle a dit au RH. Je continue de l'imaginer assis dans un entretien en train d'inventer une histoire sur le fait que je suis jalouse ou rancunière. Dante passe à mon bureau vers 11 heures. Il me demande si j'ai 1 minute pour parler dans son bureau. Mon cœur s'accélère alors que je le suis dans le couloir. Il ferme la porte et me dit de m'asseoir. Il dit qu'il sait que je suis en train de gérer la situation avec les RH et qu'il voit que cela affecte mon travail. Je commence à m'excuser, mais il lève la main. Il dit que mon bien-être est plus important que n'importe quelle date limite de projet. Il me dit de prendre tout le temps dont j'ai besoin pour traverser cela. Il dit que si j'ai besoin de travailler de la maison pendant quelques jours, c'est bien. Si j'ai besoin de prendre du temps personnel, c'est bien aussi. Il dit, tous ceux qui travaillent avec moi savent que j'ai de l'intégrité, et cela ne va pas changer, peu importe ce qu'un ex-petit ami prétend. Je sens les larmes monter et je les ravale. Je le remercie et promets de lui faire savoir si j'ai besoin de temps libre. Il hoche la tête, et je retourne à mon bureau, me sentant un peu moins seul. 2 semaines s'écoulent lentement. J'essaie de me concentrer sur le travail. Je respecte mes délais de projet. Je suis les mouvements de la vie normale. Tout semble comme si j'attendais que quelque chose de terrible se produise. Puis, un jeudi après-midi, je reçois un autre email de Kiana me demandant de venir à son bureau le lendemain matin à 9 heures. Je dors à peine cette nuit-là. J'arrive au bureau à 8h30 et je m'assois dans le hall devant les RH pendant 20 minutes à regarder l'horloge. À 9 heures précises, Kiana ouvre sa porte et me fait signe d'entrer. Je m'assois dans le même fauteuil que la dernière fois. Elle a un dossier épais sur son bureau. Elle l'ouvre et me dit qu'ils ont terminé leur enquête. Ils ont interrogé plusieurs personnes et examiné toute la documentation que j'ai fournie. Elle dit que les preuves soutiennent fortement ma version des événements. Elle feuillette quelques pages et explique qu'ils ont parlé à Aspen et à 2 autres anciens camarades de classe. Ils ont également contacté mon père pour vérifier les dossiers financiers. Les déclarations de tout le monde étaient cohérentes. Kyle a bien reçu un soutien financier substantiel de ma famille. Kyle a bien parlé ouvertement de ce soutien à d'autres personnes. Le soutien a pris fin immédiatement après la fin de notre relation. Elle me regarde et dit que la chronologie est très claire. Kiana se tourne vers une autre section du dossier. Elle dit que l'histoire de Kyle a de gros problèmes. Il a prétendu que j'avais saboté son financement avant son dernier semestre par jalousie, mais les dossiers de l'université montrent qu'il a obtenu son diplôme à temps, ce qui signifie que son dernier semestre a été payé. Elle dit qu'il a apparemment oublié ce détail lorsqu'il a inventé son accusation. Elle dit aussi que son histoire sur la raison de notre rupture n'arrêtait pas de changer lors de ses entretiens. D'abord, il a dit que c'était mutuel. Puis il a dit que j'étais jalouse de sa réussite professionnelle. Puis il a dit que j'étais contrôlante avec l'argent. Les incohérences ont rendu évident qu'il mentait. Elle ferme le dossier et joint ses mains dessus. Puis Kiana me dit quelque chose qui me glace le sang. Kyle a mentionné mon père comme référence sur sa candidature sans demander la permission. Les RH ont appelé mon père dans le cadre de leur vérification de référence standard. Elle dit que mon père a été très clair sur le genre de personne qu'est Kyle et pourquoi il a cessé de lui apporter son soutien. Il leur a tout raconté sur la conversation surprise et le plan de Kyle d'utiliser ma famille puis de me larguer. Il leur a raconté comment Kyle s'était présenté chez eux en mendiant de l'argent après que j'ai mis fin aux choses.
Il leur a dit que Kyle avait essayé de manipuler et de mentir pour échapper aux conséquences. Elle dit que la déclaration de mon père a été l'une des preuves les plus accablantes de toute l'enquête. Kiana se penche en avant et sa voix devient plus sérieuse. Elle dit qu'ils vont rejeter la candidature de Kyle au programme de cycle supérieur. Le rejet est basé sur deux choses. Premièrement, la malhonnêteté dans le processus d'embauche pour avoir listé une référence non autorisée et fourni de fausses informations sur son passé. Deuxièmement, avoir porté de fausses accusations contre une employée actuelle, ce qui viole la politique de l'entreprise. Elle dit qu'elle est désolée que j'ai dû passer par cette enquête. Elle sait que c'était stressant, mais elle dit que la documentation que j'ai fournie a rendu leur décision très claire. Elle me dit que rien de cette enquête n'ira dans mon dossier d'employé puisque l'accusation a été prouvée complètement fausse. Elle dit, en ce qui concerne l'entreprise, cette affaire est close et mon dossier est vierge. Je sors du bureau de Kiana en ayant l'impression de pouvoir respirer pour la première fois depuis des semaines. Le poids qui pesait sur ma poitrine depuis cette première réunion se lève enfin. Mais sous le soulagement, il y a de la colère. Kyle a failli détruire ma carrière. Il a failli ruiner ma réputation dans une entreprise où j'ai travaillé dur et fait du bon travail. Il a essayé de me punir pour avoir coupé sa gratuité en me faisant passer pour une saboteuse jalouse. Le fait qu'il soit passé si près de réussir me met en fureur. Je retourne à mon bureau et je reste assise là une minute à tout digérer. Mon téléphone vibre avec un texto de ma mère me demandant si j'ai des nouvelles. Je l'appelle au lieu de répondre par texto. Je lui dis que c'est fini. Je lui dis que les RH ont rejeté la candidature de Kyle et m'ont innocenté de toutes les accusations. Elle se met à pleurer au téléphone. Des larmes de joie cette fois. Elle dit qu'elle est tellement soulagée. Elle dit qu'elle s'est tellement inquiétée de ce que cela ferait à ma carrière. Mon père prend le téléphone et demande si les RH m'ont parlé de l'appel de référence. Je dis oui. Il dit que c'est bien parce qu'il voulait qu'ils sachent exactement à qui ils avaient affaire. Sa voix est toujours dure de colère même si nous avons gagné. Il dit que Kyle méritait tout ce qu'il a eu et plus encore. Ce soir-là, Martina m'envoie un texto pour me demander si je veux dîner pour fêter ça. Je dis oui immédiatement parce que j'ai besoin de parler à quelqu'un qui n'est pas de ma famille de tout ce qui vient de se passer. Nous nous retrouvons dans ce restaurant italien près de mon appartement et elle peut voir tout de suite que je suis tendu. Elle nous commande du vin avant même que je m'assoie et dit que j'ai l'air d'en avoir besoin. Je commence à lui raconter toute l'histoire depuis le début. Comment j'ai rencontré Kyle en deuxième année, à quel point il semblait charmant, comment ma famille a payé ses frais de scolarité pendant 3 ans, plus le loyer, plus lui a acheté une voiture. Elle hoche la tête, mais ses yeux s'écarquillent de plus en plus. Je lui raconte comment je suis rentré tôt et l'ai entendu dans mon appartement avec ses amis. Je lui dis exactement ce qu'il a dit sur le fait que j'étais ennuyeuse, que je n'avais pas de personnalité, que sortir avec moi c'était comme sortir avec un verre d'eau. Le visage de Martina passe de choqué à en colère. Je lui dis comment il a dit qu'il faisait juste passer le temps jusqu'à ce qu'il n'ait plus besoin de l'argent de ma famille. Comment il avait une autre fille en vue. Comment il avait parfois envie de s'endormir quand je parlais. Martina pose sa fourchette et me regarde fixement. Elle dit qu'elle ne peut pas croire que quelqu'un puisse être aussi froid et manipulateur pendant 3 années consécutives. Elle dit, la plupart des gens ne peuvent même pas faire semblant d'être gentils pendant 3 jours, encore moins 3 ans. Je lui parle de la coupure de son financement et de notre rupture. De son arrivée chez mes parents en panique, de sa candidature à mon programme de cycle supérieur et de son accusation de sabotage. La bouche de Martina s'ouvre littéralement à ce moment-là. Elle dit, c'est un niveau de folie supérieur. Elle me demande si je vais bien, et je réalise que oui, je vais bien. L'enquête des RH m'a innocenté. La candidature de Kyle a été rejetée. Mon dossier est vierge. Je lui dis que je me sens en colère, mais aussi soulagé. Elle lève son verre et dit, Kyle s'en est pris à la mauvaise personne. J'appelle mes parents quand je rentre du dîner. Ma mère répond et je peux entendre le soulagement dans sa voix quand je lui dis que tout est officiellement terminé. Elle dit qu'elle s'est inquiétée à mort pendant des semaines. Mon père prend le téléphone et sa voix est toujours dure. Il dit qu'il est content que les RH aient pris la bonne décision, mais il n'est pas satisfait. Il veut s'assurer que Kyle ne pourra pas faire ça à quelqu'un d'autre. Il demande s'il y a une action en justice que nous devrions envisager. Je lui dis, je ne sais pas, je dis, je vais me renseigner. Il dit, bien, parce que les gens comme Kyle doivent faire face à de vraies conséquences. Ma mère dit qu'elle veut juste que toute cette histoire soit terminée.
Elle dit qu'elle veut que je puisse passer à autre chose. Mon père dit que passer à autre chose c'est bien, mais laisser Kyle s'en tirer avec tout ça, ce n'est pas la justice. Je leur promets que je vais chercher quelles options nous avons. Après avoir raccroché, je m'assois sur mon canapé, fatigué. Une partie de moi veut juste oublier que Kyle existe, mais une autre partie de moi sait que mon père a raison. Kyle a essayé de détruire ma carrière parce que j'ai arrêté de lui donner de l'argent gratuit. Ça ne peut pas passer comme ça. Je passe le samedi matin sur mon ordinateur portable à faire des recherches sur le droit de la diffamation. Je découvre que ce que Kyle a fait pourrait en fait être qualifié de diffamation puisqu'il a fait de fausses déclarations pour nuire à ma réputation professionnelle. Les articles que je lis disent qu'il faut prouver que les déclarations étaient fausses, qu'elles ont causé des dommages et que la personne savait qu'elle mentait. J'ai tout ça. L'enquête des RH a prouvé que ces accusations étaient fausses. Le stress et l'inquiétude d'une possible perte de mon emploi comptent comme des dommages, et Kyle savait définitivement qu'il mentait. J'envoie un texto à mon père pour lui dire ce que j'ai trouvé. Il répond immédiatement avec le nom et le numéro d'une avocate qu'il connaît grâce à ses contacts professionnels. Il dit qu'elle s'occupe de droit du travail et de cas de diffamation. Il l'a déjà appelée ce matin et elle s'attend à avoir de mes nouvelles. Je fixe mon téléphone pendant 1 minute. Cela semble devenir sérieux et réel, mais Kyle l'a rendu sérieux quand il a essayé de ruiner ma carrière. J'appelle le numéro de l'avocate. Elle décroche à la 2e sonnerie et dit que mon père lui a déjà raconté l'histoire de base. Elle me demande si je peux venir à son bureau lundi matin pour discuter du cas en détail. Je dis oui, et elle me donne l'adresse. Lundi matin, je suis assise dans le bureau de l'avocate, la regardant examiner la chronologie que j'ai préparée. Son nom est imprimé sur une plaque sur son bureau. Elle doit avoir la quarantaine avec des yeux perçants qui ne manquent rien. Elle lit tout. Le résumé de l'enquête des RH, la documentation fournie par mes parents, la chronologie des événements. Elle lève enfin les yeux et dit « Nous avons un dossier solide de diffamation. Kyle a fait de fausses déclarations à un tiers, mon employeur, dans l'intention de nuire à ma réputation professionnelle. Ces déclarations ont été prouvées fausses par une enquête. J'ai subi du stress et un préjudice professionnel potentiel en conséquence. » Elle dit que n'importe quel tribunal verrait cela clairement, mais son expression change. Elle se penche en arrière dans son fauteuil et me demande quel résultat je veux vraiment. Elle dit, poursuivre cette affaire coûtera de l'argent et de l'énergie émotionnelle. Cela pourrait prendre des mois, voire plus d'1 an. Elle me demande si je veux une compensation financière ou si je veux juste m'assurer que Kyle subisse des conséquences. Je reste assise là à réfléchir à ce qu'elle demande. Est-ce que je veux passer l'année prochaine de ma vie en déposition et en audience? Est-ce que je veux que Kyle soit une présence constante dans mes pensées? Est-ce que je veux continuer à revivre ce qu'il a fait encore et encore pendant que des avocats en débattent? La réponse qui me vient est non. Je ne veux rien de tout cela. Je dis à l'avocate que je ne veux pas passer l'année prochaine concentrée sur Kyle et des batailles juridiques. Je dis que je veux juste une documentation de ce qui s'est passé au cas où il essaierait ça avec quelqu'un d'autre. Elle hoche la tête comme si elle comprenait. Elle dit que beaucoup de ses clients ressentent la même chose. Elle suggère de rédiger une lettre de mise en demeure formelle au lieu d'intenter un procès. La lettre détaillerait les fausses accusations de Kyle et menacerait d'une action en justice s'il me contacte, moi, ma famille ou mon employeur à nouveau. Cela créerait un dossier officiel sans nécessiter des mois de litige. Elle dit que si Kyle essaie quelque chose de similaire à l'avenir, cette documentation serait une preuve précieuse d'un schéma de comportement. Je demande combien cela coûterait. Elle me donne un prix raisonnable. Elle dit qu'elle peut avoir la lettre rédigée et envoyée dans la semaine. Je lui dis de le faire. Elle demande l'adresse actuelle de Kyle et je réalise que je ne l'ai pas. Elle dit que ce n'est pas un problème. Elle a des ressources pour le localiser. Je quitte son bureau en sentant que j'ai fait le bon choix. Je ne laisse pas Kyle s'en tirer facilement, mais je ne le laisse pas non plus contrôler ma vie. L'avocate m'appelle le lundi suivant. Elle dit que la lettre de mise en demeure est prête et qu'elle a trouvé l'adresse de Kyle grâce à un service de recherche de personnes. Elle l'envoie en recommandé avec accusé de réception pour que nous ayons la preuve qu'il l'a reçue. Elle me lit la lettre au téléphone. Elle est formelle et détaillée. Elle énumère ses fausses accusations à mon employeur. Elle déclare que ces accusations ont été enquêtées et prouvées fausses. Elle avertit que tout contact ultérieur avec moi, ma famille ou mon employeur entraînera une action en justice immédiate, y compris un procès en diffamation.
Elle dit que toute future fausse déclaration à mon sujet sera accueillie avec toute la rigueur des conséquences légales. La lettre semble sérieuse et officielle. Je la remercie et elle dit qu'elle me fera savoir quand Kyle signera pour la réception. Je raccroche et je sens quelque chose s'apaiser dans ma poitrine. Kyle va recevoir cette lettre et savoir que ses actions ont de réelles conséquences. Il saura que je ne vais pas simplement le laisser essayer de détruire ma vie sans me battre. 2 semaines passent avant que je reçoive la notification. L'avocate m'envoie par email une copie scannée de la confirmation de livraison. Kyle a reçu la lettre. Il a signé pour la recevoir mardi dernier. Je regarde la signature à l'écran. C'est bien son écriture. L'email de l'avocate dit qu'il n'a pas répondu ni essayé de contacter son cabinet. Elle dit que c'est en fait un bon signe. Cela signifie qu'il prend la lettre au sérieux. Je fais une capture d'écran de la confirmation et l'envoie à mes parents. Mon père m'appelle 5 minutes plus tard. Il dit « Bien ». Il dit que Kyle avait besoin de savoir qu'il ne peut pas simplement s'éloigner de ce qu'il a fait. Ma mère prend le téléphone et me demande si je me sens mieux maintenant. Je lui dis que oui. Je lui dis que cela ressemble à une petite victoire. Ce n'est pas un procès ou un jugement de tribunal, mais c'est quelque chose. C'est la preuve que je ne l'ai pas laissé s'en tirer comme ça. Après avoir raccroché, j'enregistre la confirmation de livraison dans un dossier sur mon ordinateur portable. J'espère ne plus jamais en avoir besoin, mais je suis contente qu'elle existe. Le travail recommence à sembler normal au cours des semaines suivantes. L'enquête s'estompe pour devenir quelque chose qui est arrivé au lieu de quelque chose qui se passe. Les gens arrêtent de me lancer des regards inquiets dans le couloir. Dante passe à mon bureau un après-midi et me demande si j'ai une minute. Nous allons à son bureau et il ferme la porte. Il me dit quelque chose auquel je ne m'attendais pas. Il dit que la directrice du programme a été impressionnée par la façon dont j'ai géré toute la situation. Elle a pensé que j'étais resté professionnel et concentré même en faisant face à une accusation grave. Dante dit que cela a en fait renforcé leur confiance en moi. Il dit qu'il me voit comme quelqu'un qui peut gérer la pression sans s'effondrer. Je ne sais pas quoi dire à cela. J'essayais juste de survivre. Il me dit de continuer à faire ce que je fais. Il dit que de bonnes choses arrivent. Je retourne à mon bureau en me sentant plus légère que je ne l'ai été depuis des semaines. Aspen m'envoie un texto pour me demander si je veux prendre un café. Nous n'avons pas beaucoup parlé depuis qu'elle a passé son entretien avec les RH. Je dis oui et nous nous retrouvons dans un café à mi-chemin entre nos appartements. Elle me serre dans ses bras quand elle me voit et dit qu'elle est si contente que tout se soit arrangé. Nous prenons nos boissons et nous nous asseyons près de la fenêtre. Elle me dit que d'autres personnes de l'université ont posé des questions sur Kyle. Apparemment, la nouvelle de ce qu'il a fait s'est répandue. Elle dit que nos anciens camarades de classe en parlent. Elle dit que sa réputation est pratiquement détruite. Les gens qui traînaient avec lui ne veulent plus rien avoir à faire avec lui maintenant. Elle me montre son téléphone. Quelqu'un a posté dans le groupe de discussion de notre promotion en demandant si quelqu'un savait ce qui était arrivé à Kyle. Les réponses sont brutales. Des gens le traitent d'utilisateur, disant qu'ils ont toujours su que quelque chose n'allait pas avec lui, disant qu'ils se sentent mal pour moi. Aspen dit qu'elle ne réalisait pas combien de personnes avaient eu des expériences étranges avec Kyle jusqu'à ce que tout le monde commence à partager des histoires. Je demande quel genre d'histoire. Elle dit de petites choses. Lui s'attendant toujours à ce que les autres paient. Lui parlant mal de sa petite amie, moi, quand je n'étais pas là. Lui agissant comme s'il avait droit à des choses qu'il n'avait pas méritées. Elle dit que les gens voient le schéma maintenant. Ma mère m'appelle le lendemain soir alors que je prépare le dîner. Elle a l'air contrariée. Je demande ce qui ne va pas et elle dit qu'elle a rencontré la tante de Kyle à l'épicerie. Je me fige, la main sur le bouton de la cuisinière. Ma mère dit que la tante est venue la voir dans le rayon des fruits et légumes. La tante s'est excusée encore et encore. Elle a dit que toute la famille de Kyle a honte de la façon dont il nous a traités. Elle a dit qu'il n'avait aucune idée de ce qu'il faisait jusqu'à ce que tout éclate. Ma mère dit que la tante lui a dit que les parents de Kyle ont essayé de lui parler pour arranger les choses. Kyle leur aurait dit qu'il n'avait rien fait de mal. Il a dit que j'étais jalouse et rancunière. Il a dit que ma famille s'était retournée contre lui sans raison. La tante a dit que la famille ne le croit pas, mais il n'admettra pas la vérité. Ma mère a l'air fatiguée. Elle dit qu'elle a juste hoché la tête et est partie. Elle dit qu'elle ne veut plus rencontrer personne de la famille de Kyle.
Je lui dis que je suis désolé, qu'elle ait eu à gérer ça. Elle dit que ce n'est pas ma faute. Elle dit que c'est Kyle qui devrait être désolé, mais il ne l'est clairement pas. Je commence à voir une thérapeute la semaine suivante. Son bureau est petit et confortable avec des plantes sur le rebord de la fenêtre et un éclairage doux qui n'est pas agressif. Elle me demande de lui dire ce qui m'amène, et j'explique toute la situation avec Kyle. La trahison, l'enquête des RH, le sentiment que je ne peux plus faire confiance à mon propre jugement. Elle écoute sans interrompre, et quand j'ai fini, elle me pose une question. Elle me demande ce que je pense que le comportement de Kyle dit de moi. Je lui dis que cela dit que je suis stupide, que je suis crédule, que je ne sais pas lire les gens. Elle secoue la tête et dit que ce sont des histoires que je me raconte. Elle dit que les actions de Kyle disent tout sur son caractère et rien sur ma valeur. Elle dit que les manipulateurs réussissent parce qu'ils sont doués pour la tromperie, pas parce que leurs cibles sont imparfaites. Je veux la croire, mais c'est difficile. Nous programmons des séances hebdomadaires et je m'engage à travailler sur ce problème correctement au lieu de simplement le refouler. 3 mois passent et le travail devient ma priorité. L'enquête est officiellement close et classée. Les gens arrêtent de me demander si je vais bien. Dante passe à mon bureau un après-midi de fin de printemps et me demande si j'ai le temps de parler. Nous allons à son bureau et il ferme la porte derrière nous. Il me dit qu'il y a une opportunité de promotion au sein du programme, un poste de direction qui implique plus de responsabilités et une meilleure rémunération. Il dit qu'il m'a proposé pour ce poste. Je suis surprise et je demande pourquoi. Il explique que la directrice du programme a remarqué comment j'ai géré l'enquête. Elle a été impressionnée par mon professionnalisme et mon sang-froid sous pression. Il dit qu'ils apprécient la résilience et l'intégrité et que j'ai démontré les deux. Il me dit que le processus de candidature implique des entretiens avec la haute direction, mais il pense que je suis une candidate solide. Je quitte son bureau en ressentant quelque chose que je n'ai pas ressenti depuis des mois. L'espoir, un véritable espoir, pour mon avenir ici. Je passe la semaine suivante à préparer ma candidature. J'écris sur mes contributions au programme et mes objectifs pour le poste. Je soumets tout avant la date limite et j'essaie de ne pas en faire une obsession. 2 semaines plus tard, je suis convoqué pour le premier entretien, puis le deuxième, puis le troisième. Chacun se passe mieux que le précédent. Je suis nerveuse, mais je suis aussi confiante dans ce que j'ai accompli. Finalement, je reçois l'appel. Il me propose le poste. J'accepte immédiatement. Le nouveau rôle s'accompagne d'une augmentation de salaire significative et de responsabilités que je visais depuis que j'ai commencé. C'est tout ce que Kyle espérait probablement obtenir en postulant ici. Cette pensée me fait sourire. J'avance maintenant, je ne me contente pas de me remettre. Je construis quelque chose de réel. Martina m'emmène déjeuner pour fêter la promotion. Nous nous asseyons dehors dans ce café près du bureau et elle commande du champagne même si c'est mardi après-midi. Elle lève son verre et dit, les manigances de Kyle se sont retournées contre lui de la manière la plus parfaite possible. Elle dit, l'enquête a en fait fait remarquer à la direction à quel point je suis précieuse. Nous rions toutes les deux et je lui dis que je suis juste reconnaissante que la vérité soit sortie avant qu'il ne puisse faire de dégâts durables. Elle dit que je devrais arrêter d'être si humble et assumer mon succès. Elle a raison. Cette promotion n'est pas à propos de Kyle. C'est à propos du travail que j'ai fait et de la personne que je suis. Je me permets d'être fier pour la première fois depuis longtemps. Mes parents m'invitent à dîner quelques semaines plus tard. Je me rends chez eux un samedi soir et ma mère a préparé mon plat préféré. Nous mangeons et parlons du travail et de la vie et tout semble à nouveau normal. Puis mon père pose sa fourchette et dit qu'il a quelque chose à me dire. Il explique qu'il a pensé à l'argent qu'ils auraient dépensé pour le dernier semestre de Kyle. Le paiement des frais de scolarité qu'ils ont arrêté. Il dit que cela le dérangeait que l'argent soit juste là alors qu'il pourrait aider quelqu'un qui le mérite vraiment. Alors, il l'a donné à un fonds de bourse d'études. Pas n'importe quelle bourse, un fonds spécifiquement pour les étudiants issus de situations familiales difficiles qui démontrent une véritable gratitude et un vrai caractère. Ma mère sourit et je sens les larmes monter à mes yeux. C'est parfait. Ma mère se lève et revient avec un dossier contenant tous les détails de la bourse. Elle me montre les conditions de candidature et les critères de sélection. Il l'appelle la bourse de l'intégrité. Les étudiants doivent rédiger des essais sur la manière de surmonter les défis et de montrer leur appréciation pour l'aide qu'ils ont reçue. Ils doivent fournir des références de personnes qui peuvent parler de leur caractère.
La bourse couvrira les frais de scolarité et de subsistance pour les étudiants qui prouvent qu'ils comprennent la valeur du soutien. Ma mère dit que cela semble être le moyen idéal de transformer quelque chose d'horrible en quelque chose de bon. Je suis entièrement d'accord. 3 étudiants recevront un soutien cette année. 3 personnes qui en ont vraiment besoin et qui l'apprécieront. Au cours des semaines suivantes, j'aide mes parents à mettre en place le processus de candidature. Nous créons le site web, rédigeons les directives et établissons le comité d'examen. Il est apaisant de se concentrer sur l'aide aux étudiants méritants au lieu de ressasser ce que Kyle a fait. Ma mère interroge les membres potentiels du comité et mon père s'occupe de la mise en place financière. J'écris l'énoncé de mission sur la reconnaissance du caractère et de la gratitude. Travailler ensemble sur ce projet nous rapproche. Nous prenons la douleur causée par Kyle et la transformons en une opportunité pour les autres. Chaque fois que je pense à ces futurs boursiers, je me sens plus légère. Ils obtiendront le soutien que Kyle tenait pour acquis. Au travail, on m'assigne le mentorat d'une nouvelle recrue dans le programme de cycle supérieur. Elle s'appelle Sarah, et elle me rappelle moi-même il y a 3 ans. Enthousiaste et optimiste et peut-être un peu naïve quant aux intentions des gens. Nous nous retrouvons pour un café le premier jour et je lui explique la structure et les attentes du programme. Elle pose de bonnes questions, prend des notes et semble vraiment excitée d'être ici. Je me fais une note mentale de l'aider à développer un bon jugement sur les gens. Pas de manière cynique, mais de manière réaliste. Je veux lui apprendre à faire confiance à son instinct et à prêter attention aux actions plutôt qu'aux mots. Je veux l'aider à éviter les erreurs que j'ai commises avec Kyle. Elle n'a pas besoin de connaître toute l'histoire, mais elle peut bénéficier des leçons que j'ai apprises. Aspen m'envoie un texto tard un soir avec une capture d'écran des réseaux sociaux. Elle montre une publication de quelqu'un avec qui nous étions à l'université. La publication concerne Kyle et Tessa. Apparemment, leur relation a duré exactement 6 semaines avant qu'elle ne le largue. La chronologie correspond parfaitement. Il a dû commencer à sortir avec elle juste après notre rupture. Aspen ajoute 3 émojis qui rient et dit que son plan de secours a échoué de manière spectaculaire. Je regarde la capture d'écran pendant un long moment. Je ressens un moment de satisfaction en sachant que même son alternative soigneusement planifiée n'a pas fonctionné. Tessa l'a percé à jour plus vite que moi. Peut-être qu'il a montré son vrai visage plus tôt avec elle. Peut-être qu'elle était simplement plus intelligente. Quoi qu'il en soit, je suis contente qu'elle se soit éloignée de lui rapidement. Lors de ma séance de thérapie suivante, j'aborde la capture d'écran. Je dis à la thérapeute que je me suis sentie satisfaite en la voyant, puis je me suis sentie coupable de me sentir satisfaite. Elle me demande pourquoi je me sens coupable. J'explique qu'il semble mesquin de prendre plaisir à l'échec de la relation de Kyle. Elle me rappelle qu'il est normal de vouloir la justice après que quelqu'un vous a blessé. Elle dit, se sentir vengé ne fait pas de moi une mauvaise personne. Puis elle déplace la conversation vers quelque chose de plus difficile. Elle me questionne sur ma colère envers moi-même pour ne pas avoir vu la manipulation de Kyle plus tôt. J'admets que je me sens encore stupide parfois. Je me demande encore comment j'ai pu manquer tous les signes. Elle se penche en avant et dit quelque chose qui me frappe durement. Elle dit, les escrocs réussissent parce qu'ils sont bons en tromperie, pas parce que leurs victimes sont stupides. Elle dit, Kyle a passé 3 ans à perfectionner sa performance, et je n'avais aucune raison de douter de lui jusqu'à ce que j'entende la vérité. Elle dit, je dois arrêter de me blâmer pour ses choix. J'y travaille. Certains jours sont plus faciles que d'autres. Je télécharge une application de rencontre quelques semaines plus tard et je parcours les profils sans trop de pression. Je match avec un gars nommé Eric qui travaille dans le marketing et nous échangeons des messages pendant un certain temps avant de nous retrouver pour un café. Il est gentil et facile à parler, mais je garde la conversation légère et je ne partage pas trop de ma vie personnelle. Nous sortons 3 fois de plus au cours du mois suivant et il ne pousse jamais pour plus que ce que je suis prête à donner. Lors de notre 4e rendez-vous, il mentionne vouloir me présenter à ses amis et je réalise que je ne suis pas prête pour ce niveau d'engagement. Je lui dis que j'ai besoin de prendre les choses plus lentement et il dit qu'il comprend, mais je peux voir la déception sur son visage. Nous arrêtons de nous envoyer des messages après ça et je me sens bien avec ça. Je vais à quelques autres rendez-vous avec différentes personnes au cours des 2 mois suivants. Et chaque fois, je fais attention aux petites choses, comment ils traitent les serveurs dans les restaurants, s'ils me demandent comment s'est passée ma journée ou s'ils ne parlent que d'eux-mêmes, s'ils respectent mes limites quand je dis que je veux rentrer chez moi. J'apprends à faire confiance à mon instinct quand quelque chose ne me semble pas juste au lieu de trouver des excuses pour un mauvais comportement.
L'expérience avec Kyle m'a appris que les actions comptent plus que les mots, et je ne suis intéressé par personne qui ne peut pas être constant sans attendre une sorte de récompense pour une décence de base. 6 mois après la fin de l'enquête des RH, Wayne Larson passe à mon bureau un mardi matin. C'est l'un des cadres supérieurs qui supervise plusieurs départements et je ne lui ai parlé qu'une poignée de fois lors d'événements d'entreprise. Il me demande si j'ai une minute et je sauvegarde mon travail et me tourne vers lui. Il dit qu'il a entendu parler de la situation que j'ai gérée plus tôt cette année et qu'il a été impressionné par la façon dont je l'ai gérée avec grâce et professionnalisme. Je sens mon visage chauffer car je ne réalisais pas que la haute direction connaissait les détails. Il dit que la directrice du programme a mentionné mon nom lorsqu'il discutait d'un nouveau projet spécial et il voulait m'en parler personnellement. Le projet consiste à travailler entre les départements pour améliorer la communication et le partage des ressources à travers l'entreprise. Il dit que c'est un travail à haute visibilité qui me mettra en contact avec les dirigeants et d'autres cadres supérieurs. Il me demande si je serais intéressé et je dis oui immédiatement même si mon cœur bat la chamade. Il sourit et dit qu'il m'enverra les détails du projet d'ici la fin de la journée et que nous pouvons organiser une réunion pour discuter des prochaines étapes. Après son départ, je reste assise à mon bureau en essayant de digérer ce qui vient de se passer. Martina roule sa chaise vers moi et demande de quoi il s'agissait. Je lui raconte et elle sourit en disant « C'est exactement ce que je mérite ». Après tout ce que Kyle a essayé de faire, je me lance dans le travail du projet spécial au cours des semaines suivantes. La mission m'oblige à rencontrer des chefs de service, à coordonner les horaires et à identifier les domaines où les équipes ne travaillent pas bien ensemble. C'est exactement le genre de travail qui nécessite un bon jugement et la capacité de voir la situation dans son ensemble. Je passe des heures à examiner les rapports départementaux et à interroger les chefs d'équipe sur leurs plus grands défis. Je crée des feuilles de calcul pour suivre l'allocation des ressources et les lacunes en matière de communication. Je rédige des propositions sur la manière d'améliorer la collaboration sans ajouter de réunions ou de bureaucratie supplémentaire. Wayne passe tous les quelques jours pour voir comment j'avance, et il semble toujours satisfait de mes mises à jour. Le travail est exigeant, mais je suis confiante dans ma capacité à le gérer. Chaque fois que je présente des conclusions ou que je fais des recommandations, je pense à la façon dont Kyle a essayé de remettre en question mon intégrité et mon jugement. Il voulait me faire passer pour incompétente, mais au lieu de cela, l'enquête a fait remarquer à la direction mes véritables capacités. Je fais un travail qui compte et les gens écoutent mes idées. C'est gratifiant d'une manière qui n'a rien à voir avec le fait de prouver à Kyle qu'il a tort et tout à voir avec le fait de me prouver à moi-même que j'ai raison. Mes parents viennent me rendre visite un samedi après-midi et je leur fais visiter mon nouvel appartement. J'ai déménagé dans un endroit plus grand il y a 2 mois et j'ai passé des semaines à le décorer exactement comme je le voulais. Les murs sont peints des couleurs que j'ai choisies et les meubles sont tous à moi. Ma mère parcourt chaque pièce et ne cesse de dire à quel point tout a l'air adulte. Elle s'arrête dans le salon et se tourne vers moi avec cette douce expression sur son visage. Elle dit, « Tu sembles différente d'il y a 1 an, plus heureuse et plus sûre de toi. » Elle dit, « C'est comme si tu étais devenue qui tu es censé être au lieu d'essayer de t'adapter à l'idée que quelqu'un d'autre se fait de toi. » Mon père hoche la tête et ajoute qu'il peut voir la confiance dans la façon dont je me tiens maintenant. Je ne réalisais pas que c'était si évident, mais les entendre le dire me fait réaliser qu'ils ont raison. Je me sens plus solide dans qui je suis, plus disposé à faire confiance à mon propre jugement, moins intéressé à me faire plus petite pour mettre les autres à l'aise. Nous commandons à emporter et dînons sur mon balcon, et je leur parle du projet spécial. Mon père pose des questions détaillées sur le travail, et je peux voir à quel point il est fier. Pas seulement de ma réussite professionnelle, mais de la façon dont j'ai géré tout ce qui l'a précédé. Le projet spécial se termine après 2 mois, et Wayne me demande de présenter les conclusions à l'équipe de direction. Je passe une semaine à préparer la présentation et à m'entraîner. Dante propose de faire une répétition avec moi et assiste à 3 répétitions, donnant des commentaires sur mon rythme et la conception de mes diapositives. Il me dit de ralentir quand je parle et d'établir un contact visuel avec différentes personnes dans la salle. Il dit que les dirigeants poseront des questions difficiles et que je devrais faire une pause avant de répondre au lieu de me précipiter pour combler le silence. Le matin de la présentation, je mets ma meilleure tenue professionnelle et je révise mes notes une dernière fois. J'entre dans la salle de conférence de la direction et j'installe mon ordinateur portable pendant que les gens entrent. Il y a 12 dirigeants assis autour de la table et Wayne me présente et donne le contexte du projet. Je commence la présentation et ma voix ne tremble qu'un peu sur la première diapositive. À la 3e diapositive, j'ai trouvé mon rythme et j'explique les données et les recommandations avec confiance. Les dirigeants posent des questions tout au long et je réponds à chacune clairement et directement.
Quand j'ai fini, la directrice du programme me remercie et dit que les conclusions sont exactement ce dont ils avaient besoin pour avancer avec la restructuration des départements. Wayne me raccompagne ensuite et dit que j'ai fait un excellent travail. Il me dit que ce genre de projet est généralement confié à des personnes ayant 5 ans d'expérience de plus et que je l'ai géré mieux que la plupart d'entre eux ne l'auraient fait. La directrice du programme m'interpelle dans le couloir 3 jours après la présentation à la direction. Elle me demande si nous pouvons parler dans son bureau et je la suis en essayant de ne pas paniquer sur ce que cela pourrait signifier. Elle ferme la porte et me dit de m'asseoir. Elle dit que l'équipe de direction a été très impressionnée par mon travail sur le projet spécial et la présentation. Elle explique qu'ils ont discuté de la création d'un nouveau poste de leadership au sein du programme de cycle supérieur. Quelqu'un qui peut aider à façonner la future direction du programme et à encadrer les nouvelles recrues. Quelqu'un qui démontre le type de jugement et d'intégrité pour lesquels ils veulent que le programme soit connu. Elle me regarde et dit qu'ils veulent que je postule pour le poste. Je reste assise là une seconde, pas sûr d'avoir bien entendu. Elle sourit et dit, c'est exactement le genre d'opportunité que j'espérais en commençant ce travail. Le rôle signifierait une promotion significative et plus de responsabilités, mais elle pense que je suis prête pour cela. Je la remercie et je dis, je suis absolument intéressée. Elle me tend un dossier avec la description du poste et les documents de candidature. Elle dit que le processus d'entretien sera compétitif, mais elle est convaincue que je m'en sortirai bien. Après avoir quitté son bureau, je retourne à mon bureau dans un état second. C'est le genre d'avancement de carrière dont je rêvais, mais que je n'aurais jamais pensé voir arriver si vite. Je soumets ma candidature pour le poste de direction et suis convoqué pour le premier tour d'entretien 2 semaines plus tard. Le processus comprend 3 tours d'entretien avec différents groupes de personnes. Le premier tour est avec Wayne et 2 autres cadres supérieurs qui me posent des questions sur ma vision du programme et sur la manière dont j'aborderai le mentorat. Le deuxième tour est avec les participants actuels du programme qui veulent savoir comment je soutiendrai leur développement professionnel. Le troisième tour est avec l'équipe de direction qui approfondit des scénarios spécifiques et des cadres de prise de décision. Chaque entretien est intense et je passe des heures à me préparer entre les tours. Je fais des recherches sur les modèles de leadership et je réfléchis à la manière dont je gérerai différentes situations. Je m'entraîne à répondre à des questions difficiles avec Dante et Martina qui jouent à tour de rôle l'avocat du diable. L'ensemble du processus dure 3 semaines et à la fin, je suis épuisé, mais je suis satisfaite de ma performance. Je sais que j'ai donné mes meilleures réponses et que je leur ai montré qui je suis vraiment. Que j'obtienne le poste ou non, je me suis prouvé que je peux rivaliser à ce niveau, que j'ai déjà survécu à des défis pires que des questions d'entretien difficiles, que la tentative de Kyle de détruire ma réputation n'a fait que me rendre plus forte et plus visible aux yeux des personnes qui comptent. 2 semaines après le dernier entretien, je reçois un appel de la directrice du programme. Elle me demande si je peux venir à son bureau et je marche dans le couloir avec l'estomac noué. Elle sourit quand j'entre et me dit de fermer la porte. Elle dit que la décision a été unanime et qu'ils veulent me proposer le poste de direction. Je vais aider à façonner l'avenir du programme de cycle supérieur, à encadrer les nouvelles recrues et à travailler directement avec la haute direction sur la stratégie du programme. Le salaire est nettement plus élevé que mon poste actuel et les responsabilités sont exactement ce que j'espérais. Elle dit, j'ai mérité cela par la qualité de mon travail et l'intégrité que j'ai démontrée lors d'une situation difficile. Elle me demande si j'accepte et je dis oui avant même qu'elle puisse terminer la phrase. Elle rit et dit qu'elle enverra la lettre d'offre formelle d'ici la fin de la journée. Nous nous serrons la main et elle me dit qu'elle est impatiente de voir ce que je ferai de cette opportunité. Je retourne à mon bureau en ayant l'impression de flotter. C'est un véritable succès professionnel que j'ai gagné grâce à mes propres capacités et à mon travail acharné. C'est bien mieux que tout ce que Kyle aurait pu me donner, même si nous étions restés ensemble. J'appelle mes parents dès que je suis de retour à mon bureau, et mon père répond à la première sonnerie. Je lui dis que j'ai obtenu le poste de direction, et il reste silencieux une seconde avant de dire qu'il est si fier de moi. Il dit, tu as transformé une situation terrible en un succès professionnel, et cela demande une vraie force et un vrai caractère. Ma mère prend le téléphone, et je peux entendre qu'elle pleure. Elle dit, c'est tellement mieux que tout ce que Kyle aurait pu te donner, mieux que ses promesses vides et sa fausse gratitude. Elle dit, tu as fait ça par ton propre mérite, et personne ne pourra jamais te l'enlever. Nous avons parlé pendant 20 minutes du nouveau rôle et de ce que cela signifie pour mon avenir. Mon père dit que Kyle pensait pouvoir utiliser la générosité de ma famille comme un tremplin, mais tout ce qu'il a fait, c'est montrer à tout le monde son vrai caractère. Pendant ce temps, j'ai continué à travailler dur et à être honnête,
et maintenant c'est moi qui progresse. Ma mère dit qu'elle aimerait que Kyle puisse voir ce moment et réaliser ce qu'il a perdu. Je lui dis que je me fiche de ce que Kyle pense maintenant. Ce succès est le mien, et il n'a rien à voir avec lui. Martina m'emmène prendre un verre après le travail pour fêter la promotion. Nous allons dans un bar près du bureau et elle commande du champagne même si je dis que c'est trop cher. Elle lève son verre et dit qu'elle n'est pas du tout surprise que j'ai eu le poste. Elle dit que j'ai toujours eu le talent et l'intégrité et que les manigances de Kyle ont juste forcé la direction à le remarquer plus tôt. Nous parlons du nouveau rôle et de ce qu'il impliquera. Et elle me demande si je suis nerveuse à propos de la responsabilité accrue. Je lui dis que je suis plus excitée que nerveuse parce que je sens enfin que je suis là où je suis censée être. Elle dit que j'ai l'air plus légère qu'il y a 6 mois, moins accablée par ce que Kyle a fait et plus concentrée sur ce qui vient après. Je réalise qu'elle a raison. Je pense encore à la trahison parfois, mais ça ne me définit plus. C'est juste quelque chose qui est arrivé sur le chemin de là où je suis maintenant. Quelque chose qui m'a appris à me faire confiance et à prêter attention aux actions des gens. Quelque chose qui m'a rendue plus forte, même si ça a fait un mal de chien à l'époque. Martina commande une autre tournée et nous passons le reste de la soirée à parler de nos projets, de nos rêves et de tout ce que nous voulons accomplir dans nos carrières. La première chose que je fais après avoir fêté avec Martina, c'est de m'asseoir à mon bureau et d'écrire une note de remerciement à Kiana. Je la garde professionnelle mais sincère car elle a tout géré équitablement alors qu'elle aurait pu simplement croire les mensonges de Kyle et me rendre la vie misérable. J'écris à quel point j'apprécie son enquête approfondie et son engagement à protéger les employés contre les fausses accusations. Je la dépose à son bureau le lendemain matin et elle n'est pas là, alors je la laisse sur son bureau. 2 jours plus tard, je reçois un email en retour de sa part qui me fait un peu pleurer à mon bureau. Elle dit que mon cas lui a rappelé pourquoi elle fait ce travail. Elle dit que trop de gens s'en sortent en portant de fausses accusations et en détruisant la réputation de bons employés. Elle dit qu'elle est heureuse d'avoir pu aider à protéger quelqu'un qui méritait vraiment d'être protégé. J'imprime l'email et le garde dans le tiroir de mon bureau car parfois j'ai besoin de me rappeler que tout le monde n'est pas comme Kyle. Le premier lot de lettres de remerciement des boursiers arrive chez mes parents 3 semaines après l'annonce des prix. Ma mère m'appelle immédiatement et me demande si je peux venir les lire ensemble. Je passe après le travail et nous nous asseyons à la table de la cuisine avec toutes les lettres étalées devant nous. Il y a 3 étudiants cette année et chacun a écrit plusieurs pages sur ce que la bourse signifie pour eux. La première étudiante est une fille nommée Maria qui étudie l'ingénierie et travaille à 2 emplois à temps partiel pour subvenir à ses besoins. Elle écrit que la bourse lui permettra de réduire ses heures de travail pour se concentrer sur ses cours les plus difficiles. Elle dit qu'elle est si reconnaissante que quelqu'un croit en son potentiel et veuille l'aider à réussir. Le deuxième étudiant est un garçon nommé James qui a perdu ses parents dans un accident de voiture et est élevé par sa grand-mère. Il écrit qu'il allait devoir abandonner ses études car sa grand-mère ne peut pas payer les frais de scolarité avec sa pension fixe. Il dit que la bourse a sauvé sa carrière universitaire et il promet de travailler dur et de nous rendre fiers. La troisième étudiante est une fille nommée Smith qui est arrivée dans le pays en tant que réfugiée à l'âge de 12 ans. Elle écrit que l'éducation est tout pour sa famille et à quel point ils sont reconnaissants pour cette opportunité. Elle dit qu'elle veut devenir enseignante pour aider d'autres étudiants réfugiés à réussir. Ma mère pleure quand nous finissons de lire toutes les lettres. Ces étudiants sont sincèrement reconnaissants, travaillent dur et sont honnêtes sur leur situation. Ils sont tout ce que Kyle prétendait être mais n'a jamais été. Ma mère dit que c'est à ça que devrait ressembler la générosité. Des gens qui ont vraiment besoin d'aide et l'apprécient au lieu de gens qui manipulent et utilisent les autres. Je l'aide à écrire des lettres de réponse à chaque étudiant pour leur souhaiter bonne chance et leur dire que nous sommes fiers de soutenir leur éducation. Je rencontre Ryder Curtis complètement par hasard dans un café près du campus 2 semaines plus tard. J'attends ma commande quand j'entends quelqu'un dire mon nom. Je me retourne et il est là, l'air mal à l'aise et coupable. C'était l'un des amis de Kyle qui était là ce jour-là dans mon appartement quand j'ai tout entendu. Il me demande si nous pouvons parler 1 minute et je dis presque non, mais quelque chose me fait rester. Nous nous asseyons à une table dans le coin et il commence immédiatement à s'excuser. Il dit qu'il voulait me contacter depuis des mois mais ne savait pas comment. Il dit qu'il se sent très mal de ne pas avoir parlé quand Kyle me dénigrait ce jour-là. Il dit qu'il aurait dû dire à Kyle de se taire ou au moins me défendre d'une manière ou d'une autre. Il dit qu'il ne réalisait pas la gravité de la situation ou que Kyle utilisait réellement ma famille pour de l'argent. Il pensait que Kyle se plaignait juste de sa petite amie comme le font parfois les gars. Je l'écoute parler et je peux dire qu'il se sent vraiment mal, mais je ne m'en soucie plus vraiment. Je dis à Ryder que j'apprécie les excuses,
mais que je ne suis pas intéressé à revenir sur tout ce qui s'est passé. Je lui dis que je suis concentré sur mon avenir maintenant et que Kyle est complètement hors de propos dans ma vie. Je lui dis que ce que Kyle a fait dit tout sur le caractère de Kyle et rien sur le mien. Ryder hoche la tête et dit qu'il comprend. Il dit que Kyle a brûlé beaucoup de ponts après que tout a éclaté et que la plupart de leur groupe d'amis ne lui parlent plus. Il dit que les gens ont réalisé que Kyle était prêt à utiliser n'importe qui pour tout ce qu'il pouvait obtenir. Je dis à Ryder que j'espère qu'il a appris quelque chose en observant le comportement de Kyle, puis je prends mon café et je pars. Je n'ai pas besoin de ses excuses ni de sa culpabilité. J'ai juste besoin de continuer à avancer. Mon nouveau rôle de direction s'accompagne de responsabilités qui m'importent vraiment. L'un des premiers projets sur lesquels je travaille est le développement de meilleurs processus de sélection pour les candidats au programme de cycle supérieur. Nous nous asseyons dans une salle de conférence pendant 3 jours à examiner le système de candidature actuel et à identifier les points faibles. Je suggère que nous mettions en place des vérifications de référence de caractère qui vont au-delà des simples recommandations professionnelles. Je veux que nous recherchions des schémas d'intégrité et de gratitude sincères au lieu de simples diplômes et résultats de tests. Je veux que nous attrapions les gens comme Kyle avant qu'ils n'entrent et ne nuisent à la culture du programme. Dante adore l'idée et la directrice du programme aussi. Nous créons une nouvelle section dans la candidature où les candidats doivent fournir des références de personnes qu'ils ont aidées ou avec qui ils ont travaillé dans des situations difficiles. Nous ajoutons des questions d'entretien sur les fois où ils ont été confrontés à des dilemmes éthiques. Nous développons un système de notation qui pèse le caractère aussi lourdement que les qualifications. Il faut des semaines pour construire tout le système, mais quand nous avons terminé, j'ai l'impression que nous avons réellement créé quelque chose qui protégera les futurs employés de ce que j'ai vécu. 3 mois après la mise en place du nouveau processus de sélection, Dante passe à mon bureau avec un air satisfait. Il me dit que mes suggestions les ont déjà aidés à identifier et à rejeter 2 candidats aux antécédents préoccupants. Le premier candidat avait des diplômes brillants, mais 3 de ses références de caractère ont donné des réponses vagues et semblaient mal à l'aise de parler de lui. Quand les RH ont creusé, ils ont trouvé des plaintes d'anciens collègues à son sujet, l'accusant de s'attribuer le mérite du travail des autres. La deuxième candidate a passé le premier tour mais a lamentablement échoué à l'entretien d'éthique. Elle n'a pas pu donner un seul exemple d'aide à quelqu'un sans attendre quelque chose en retour. Dante dit que les 2 candidats auraient été acceptés sous l'ancien système car leur CV semblait parfait, mais le nouveau système a repéré les signaux d'alarme que les diplômes ne peuvent pas montrer. Je me sens bien de savoir que j'aide à protéger la culture du programme et à empêcher d'autres personnes d'être blessées par des manipulateurs. Dante dit que la directrice du programme veut présenter notre nouveau système de sélection à la conférence nationale l'année prochaine comme modèle pour d'autres entreprises. Il me demande si je veux faire partie de l'équipe de présentation et je dis oui immédiatement. Mes séances de thérapie se sont si bien passées que ma thérapeute dit que nous pouvons commencer à les espacer. Au lieu de chaque semaine, nous allons nous voir toutes les 2 semaines et éventuellement 1 fois par mois. Elle dit, j'ai fait des progrès dans le traitement de la trahison et dans la reconstruction de ma confiance en moi et en les autres. Elle dit, je suis arrivée en colère, blessée et confuse sur la façon dont j'avais manqué les signes avec Kyle. Maintenant, je comprends que les manipulateurs sont bons pour cacher leurs véritables intentions, et cela ne veut pas dire que je suis stupide ou naïve. Elle dit, j'ai fait le travail pour séparer les actions de Kyle de ma propre valeur. Sa trahison concernait ses défauts de caractère, pas le fait que je sois ennuyeuse, sans intérêt ou indigne. Elle dit, je suis prête à commencer à appliquer ce que j'ai appris à ma vie quotidienne sans avoir besoin de bilans hebdomadaires. Je suis fière des progrès, mais aussi un peu nerveuse d'avoir moins de soutien. Elle me rappelle que je peux toujours programmer des séances supplémentaires si j'en ai besoin, et que l'espacement des rendez-vous est un signe de santé, pas d'abandon. Je rencontre quelqu'un de nouveau lors d'une conférence de travail dans une autre ville 2 mois plus tard. La conférence porte sur le développement du leadership dans les programmes de cycle supérieur d'entreprise, et je suis là pour représenter le nouveau processus de sélection de mon entreprise. Je suis assise dans une session en petit groupe sur le mentorat quand le gars à côté de moi fait une blague à voix basse sur la diapositive trop compliquée du présentateur. Je ris avant de pouvoir m'arrêter et il sourit. Il s'appelle Noah et il travaille pour une entreprise de technologie dans un autre État. Nous finissons par nous asseoir ensemble pour le reste de la session, puis nous prenons un café après. Il écoute vraiment quand je parle de mon travail au lieu d'attendre simplement son tour de parler. Il pose des questions de suivi qui montrent qu'il est attentif. Il me parle de son travail et de sa vie et rien de ce qu'il dit ne sonne comme une performance. Nous échangeons nos numéros avant d'aller à nos sessions séparées,
et je me sens prudemment optimiste à l'idée d'apprendre à le connaître. Je ne suis pas prête à me lancer dans quelque chose de sérieux, mais j'aime qu'il me fasse rire et qu'il me traite comme une vraie personne. Noah et moi commençons à nous envoyer des textos après la conférence, puis à nous parler au téléphone quelques fois par semaine. La relation se développe lentement, ce qui semble juste après tout ce qui s'est passé avec Kyle. Noah vit à 3 heures de route, donc nous ne pouvons pas nous voir constamment, et c'est en fait une bonne chose. Nous avons le temps d'apprendre à nous connaître sans nous précipiter. Il est respectueux de mes limites et n'insiste pas quand je dis que je veux prendre les choses lentement. Quand je lui parle enfin de Kyle et de ce qui s'est passé, il écoute sans jugement. Il n'essaie pas de réparer les choses ou de me dire ce que j'aurais dû faire différemment. Il dit simplement que cela semble vraiment difficile et qu'il est content que je m'en sois sorti quand je l'ai fait. Nous avons notre premier vrai rendez-vous 2 mois après la conférence quand il vient dans ma ville pour le week-end. Nous allons dîner, au musée et nous nous promenons dans le centre-ville en parlant de tout. Il n'essaie pas de m'embrasser à la fin de la soirée, ce que j'apprécie. Il m'envoie un texto quand il rentre chez lui en disant qu'il a passé un excellent moment et qu'il veut me revoir bientôt. Je réalise que je suis avec quelqu'un qui m'apprécie pour qui je suis vraiment au lieu de ce que je peux lui donner. J'invite Noah à rencontrer mes parents 4 mois après le début de notre relation. Je suis nerveuse parce que mes parents adoraient Kyle et je ne veux pas qu'ils comparent ou évoquent le passé, mais mon père me prend à part avant l'arrivée de Noah et me dit qu'ils ne mentionneront pas Kyle à moins que je ne veuille en parler. Noah arrive avec des fleurs pour ma mère et une bouteille de vin pour le dîner. Il est poli et sincère et n'essaie pas trop de les impressionner. Il demande à mon père des nouvelles de son travail et écoute les histoires de ma mère sur leurs récentes vacances. Après le départ de Noah, mon père me dit qu'il voit la différence dans la façon dont cette personne me traite. Il dit, avec Kyle, tu semblais toujours essayer de prouver que tu étais assez intéressante ou assez digne. Avec Noah, tu sembles détendue et heureuse d'être simplement toi-même. Ma mère est d'accord et dit qu'elle peut voir que Noah apprécie vraiment ma compagnie au lieu de la tolérer. Ils disent tous les deux qu'ils l'aiment bien et veulent que je l'amène plus souvent. Je me sens soulagée et reconnaissante qu'ils puissent voir ce que je vois en lui. Une année passe et je suis assise dans mon nouveau bureau à examiner les rapports trimestriels du programme de développement du leadership. L'enquête des RH semble être quelque chose qui est arrivé à une autre personne dans une autre vie. Je pense encore à Kyle parfois quand je forme de nouvelles recrues ou que j'examine des candidatures, mais surtout je me sens reconnaissante. Reconnaissante que la vérité soit sortie avant que je ne gaspille plus d'années. Reconnaissante d'avoir appris à quoi ressemble la vraie manipulation. Reconnaissante d'être entourée de gens qui m'apprécient pour qui je suis vraiment au lieu de ce que je peux fournir. Ma relation avec Noah est stable et confortable d'une manière que ma relation avec Kyle n'a jamais été. Nous avons célébré notre premier anniversaire le mois dernier avec un week-end en amoureux, et personne n'a eu à prouver quoi que ce soit ou à jouer la gratitude. Mes parents l'aiment bien et, plus important encore, ils voient à quel point je suis détendu avec lui. Ma mère dit que je ris plus maintenant que pendant les 3 années avec Kyle. Le comité d'entretien se réunit toutes les 2 semaines pour examiner les candidats au programme de cycle supérieur, et je suis devenu doué pour repérer les signaux d'alarme et les candidatures. Je pose des questions sur les références de caractère qui vont plus loin que la vérification standard. Je recherche des schémas dans la façon dont les gens parlent de leurs relations passées et de leur système de soutien précédent. Mon expérience m'a appris à faire confiance à mon instinct quand quelque chose ne semble pas juste dans l'histoire de quelqu'un. Le mois dernier, nous avons attrapé un candidat qui avait gonflé ses diplômes et blâmé son conseiller universitaire lorsque nous avons demandé une vérification. Dante a dit que mes questions ont découvert ce que tout le monde avait manqué. Le processus de sélection que j'ai aidé à développer a déjà empêché 2 embauches potentiellement problématiques d'entrer dans le programme. Je me sens bien de savoir que ma pire expérience aide à protéger la culture de l'entreprise et les futurs employés. Mes parents passent dîner un soir et ma mère apporte des photos des boursiers. 9 étudiants ont reçu un soutien du Fonds de bourse de l'intégrité jusqu'à présent et tous s'épanouissent dans leur programme. Ils envoient des lettres de remerciement et des rapports de progrès que mes parents gardent dans un dossier spécial. Ma mère me montre une lettre d'une étudiante qui dit que la bourse l'a sauvée de l'abandon et qu'elle est maintenant en passe d'obtenir son diplôme avec mention. Elle me dit que c'est la meilleure chose qui soit ressortie de tout ce qui s'est passé avec Kyle. Transformer quelque chose d'horrible en quelque chose qui aide des étudiants méritants ressemble au bon type de justice. Mon père dit qu'il prévoit d'élargir le fonds l'année prochaine pour soutenir encore plus d'étudiants. Je les aide parfois à examiner les candidatures et c'est apaisant de voir une gratitude sincère de la part de personnes qui apprécient vraiment l'opportunité.
Martina passe à mon bureau un mardi après-midi pour me demander mes projets pour le déjeuner et je réalise que je suis exactement là où je suis censé être. La vie est bien remplie avec les projets de développement du programme, les entretiens de candidats et les choses de la relation avec Noah. C'est stimulant de bonne manière qui me pousse à grandir au lieu de me diminuer. Les gens autour de moi apprécient mon jugement et mes contributions au lieu de tolérer ma présence en attendant quelque chose de mieux. Je ferme mon ordinateur portable et je prends mon sac pour retrouver Martina en bas. Elle me parle d'un nouveau restaurant en ville alors que nous marchons vers l'ascenseur. Et j'écoute parce que je veux vraiment entendre ce qu'elle a à dire. C'est à ça que ressemble la vraie amitié. C'est ce que l'on ressent quand on est apprécié. La trahison de Kyle m'a appris la différence entre les gens qui vous utilisent et les gens qui vous choisissent. Je choisis d'être ici, entouré de gens qui me voient comme plus qu'une ressource à exploiter.